Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres: 6 morts et un blessé grave dans une attaque des Chebabs au Kenya, à Mandera. Les islamistes somaliens ont ciblé des chrétiens d'après les témoins de l'assaut. Nous serons en direct avec Bastien Renouille à Nairobi dès le début de ce journal. C'était le 6 octobre 1996, il y a tout juste 20 ans. Ces paysages idylliques des bords du lac Kivu à Lemera ont été le théâtre du premier massacre de la première guerre du Congo. Notre correspondant est retourné sur les lieux du drame avec le célèbre docteur Mukwege qui dirigeait l'hôpital théâtre de la tuerie. Le surf pourrait devenir le nouveau sport à la mode au Nigeria. Un passionné a monté la première école de surf du pays, à Lagos, et l'engouement est au rendez-vous, même si les cours sont encore trop chers pour la plupart des Nigérians. L'attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens. Il y a au moins 6 morts à Mandera, cette localité située à la frontière avec la Somalie et l'Éthiopie. On retrouve tout de suite notre correspondant au Kenya, Bastien Renouille. Bastien, les assaillants auraient ciblé des chrétiens. Que sait-on des circonstances de cette attaque ? Oui, bonsoir. Eh bien, il était environ 2h45 ce matin lorsque les terroristes ont décidé d'attaquer une zone d'habitation installée légèrement à l'extérieur de la ville de Mandera. La maison prise pour cible était entourée de hauts murs, mais cela n'a pas empêché les terroristes de pénétrer à l'intérieur, puisqu'ils ont fait exploser le portail à coups de grenade. Alors, une fois à l'intérieur de la maison, vous l'avez dit, ils ont tué 6 personnes et grièvement blessé une 7e. Mais l'attaque a été relativement courte, puisque des policiers en patrouille dans le secteur ont pu intervenir assez rapidement. Une fois qu'ils sont arrivés à proximité de la maison, les terroristes les ont pris pour cible. Ils leur ont lancé des grenades avant de prendre la fuite. Alors ensuite, les policiers ont pu pénétrer dans la maison et constater que 27 personnes étaient toujours cachées à l'intérieur. Plus tard dans la journée, l'organisation terroriste Al-Shabaab, affiliée à Al-Qaïda, a annoncé qu'elle avait commis cette attaque sur l'une de ses radios. Elle a, je cite, affirmé que 6 chrétiens ont été tués, l'objectif étant de les faire fuir de la région, qu'ils considèrent comme appartenant aux musulmans. Bastien, est-ce qu'on craint au Kenya, dans cette zone, une recrudescence des attaques ? Bien oui, car il est vrai que les attaques au nord du Kenya sont très nombreuses, à un point tel que la région de Mandera, coincée entre l'Éthiopie et la Somalie, est régulièrement qualifiée de triangle de la mort. Pas un mois sans qu'elle ne soit secouée par des attaques qui ont presque toujours le même caractère. Les djihadistes s'en prennent à un bâtiment ou à un bus, ils pénètrent à l'intérieur, séparent les chrétiens des musulmans et assassinent les chrétiens. Alors il faut dire que la frontière est particulièrement poreuse dans la région et que le Kenya est une cible de choix pour les terroristes, notamment parce que son armée est déployée en Somalie pour lutter contre le groupe. Alors pour tenter d'endiguer cette menace, le Kenya a prévu de construire un mur le long de la frontière avec la Somalie, mais selon l'aveu même du porte-parole du gouvernement, cela ne pourra pas résoudre tous les maux du pays, notamment car les autorités régionales s'attendent à une augmentation des attaques au cours des prochains mois. La Somalie doit élire son président fin novembre, et un processus auquel s'opposent les terroristes. Ils ont d'ores et déjà averti qu'ils s'en prendraient à toute personne participant au processus électoral. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bastien Renouille en direct de Nairobi. En Tunisie, c'est un jour important pour le secteur du tourisme. Pour la première fois depuis les attentats de 2015, un bateau de croisière fait escale ce jeudi dans le pays. Le secteur du tourisme s'est effondré depuis les printemps arabes et les attaques terroristes qui ont suivi. Dans ce contexte sombre, la reprise de ce trafic maritime est un signal fort pour les autorités qui ont même organisé une petite cérémonie. Marie Colombelle. Les premiers passagers de l'Europa accueillis en grande pompe dans le port de la Goulette près de Tunis. Ce croisiériste est le premier à accoster ici depuis les attaques terroristes de l'an dernier en Tunisie. On va visiter les Carthage, en tout cas pour moi visiter Carthage et j'espère d'être complètement surprise par le beau pays de Tunisie. Le commandant du port espère que de nombreux autres bateaux de croisière suivront. Ça fait 1 an et demi que le village touristique il est en chômage et on espère avec cette escale que ça reprenne le plus tôt possible. C'est aussi un très bon signe pour pas mal de compagnies pour dire que la Tunisie est prête. Le 18 mars 2015, 20 touristes étrangers, pour la plupart des passagers de bateaux de croisière, et un policier étaient tués dans l'attaque du musée du Bardo à Tunis. Après l'attentat, les compagnies internationales ont suspendu leur escale en Tunisie. Depuis ce drame et une deuxième attaque en juin 2015 près de Sousse, la fréquentation touristique a chuté de moitié. Pour l'arrivée de l'Europa jeudi, la surveillance et les contrôles ont été renforcés. La sécurité est totalement assurée, sans donner trop de détails, mais le maître mot dans ces moments-là, c'est la vigilance absolue.
Une petite escapade d'une journée pour ces voyageurs, mais un symbole fort pour l'industrie du tourisme tunisien. Les prochains bateaux sont attendus en décembre, puis en 2017. Le Maroc est à la veille des législatives, les premières depuis les printemps arabes et l'accession au pouvoir du PJD. Ces législatives s'annoncent comme un face-à-face serré entre les islamistes du PJD et les libéraux du PAM. Mais le taux d'abstention, qui était de plus de 55% en 2011, sera l'un des enjeux de ce scrutin. Écoutez les précisions de notre correspondante Sarah Doublier avec Jean-Marie Lemaire. 5 ans après l'adoption de la nouvelle constitution marocaine en 2011, dans la foulée du printemps arabe, près de 15 millions de Marocains sont appelés aux urnes demain. Un scrutin qui aura valeur de test pour le Parti de la justice et du développement au pouvoir depuis 5 ans. C'est un devoir citoyen que d'aller voter. Je pense qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui était au pouvoir depuis 5 ans. C'est l'occasion aussi de le juger sur son bilan. Et puis, il faut prendre son avenir en main. Donc, au lieu par la suite de critiquer un gouvernement qu'on n'a pas élu, il faut exécuter son devoir citoyen. Malgré la mobilisation des autorités et des partis politiques pour inciter les Marocains à aller voter, force est de constater que dans les rues de Casablanca, la campagne électorale ne suscite pas beaucoup d'émoi. Peu de citoyens se sentent concernés par le vote de demain. Il faut bien qu'il y ait des partis, bien sûr. Mais je ne sais pas combien il y en a, on en a 35 ou je ne sais pas combien, alors là vous vous rendez compte. Hein. Pour moi, c'est pas utile. Ils sont tous les mêmes. Non mais franchement, regardez autour de vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des votes qui vont se passer demain ou des élections qui vont se passer demain? Non. Non. Face au désintérêt des Marocains devant ce scrutin, la principale inconnue restera le taux de participation. Cette année, seul un Marocain sur 2 en âge de voter a fait le déplacement pour s'inscrire sur les listes électorales. Et on va se rendre à l'Éméra à présent, dans l'est de la République démocratique du Congo. Je vous le disais en titre, il y a 20 ans, jour pour jour, le 6 octobre 1996, l'hôpital de cette localité du Sud Kivu était attaqué, le personnel et les patients tués. C'est le premier grand massacre de ce qui deviendra la première guerre du Congo. Un massacre documenté par l'ONU mais rarement évoqué, malgré les cicatrices qu'il a laissées sur les lieux du drame, où s'est rendu notre correspondant Thomas Nicolon. Regardez son reportage. C'est sous escorte des Nations Unies que le docteur Mukwege se rend à l'hôpital de l'Éméra. Le célèbre médecin dirigeait l'établissement en 1996, mais il était absent le jour du massacre. Dans cette salle remplie de victimes et de familles de victimes, tous veulent que la lumière soit faite sur cette journée tragique. Notre souci, c'est qu'un jour, on puisse nous dire la vérité. Pourquoi on a assassiné les gens qui étaient en fonction pour aider les autres. Je crois que la deuxième chose, que en fait justice soit rendue et que les coupables puissent répondre de leurs actes. Situé à 3 heures de route de l'Éméra, Bukavu est la capitale de la province du Sud Kivu. Voici la salle de rédaction du journal Le Souverain. Sa rédactrice en chef était reporter en 1996. C'était l'une des premières sur les lieux du massacre. Il y avait du sang partout parce qu'il y a eu ces massacres, parce que ça sentait la terreur, ça sentait l'enfer. Et c'était difficile pour moi de faire un reportage avec beaucoup de courage. C'est quand même difficile pour un humain, un journaliste, à un certain moment de se dire, face à cette situation, je cache mes sentiments. À un certain moment, vous tremblez de tout votre corps. Le massacre est perpétré par des hommes apparemment venus du Burundi. Leur affiliation n'est alors pas connue. Ce n'est que le 18 octobre qu'est officiellement créée l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, dont l'objectif est de mettre fin au régime Mobutu. Aujourd'hui, des zones d'ombre demeurent et certains documents ont disparu. On a documenté suffisamment à travers nos structures qui sont implantées à travers la province. Alors, chaque fois que les gens viennent ici pour consulter ces documents, soit on soutire les pages qui contiennent ces informations, ou bien les documents en entier disparaissent. À l'époque, la communauté internationale a fermé les yeux et 20 ans après, le bilan atteint plusieurs millions de morts dans la région des Grands Lacs. Au Bénin, au moins 3 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble. C'est un bâtiment en construction qui a été entièrement détruit à Dégakone, un quartier populaire de Cotonou. Et les causes de ce drame ne sont pas encore connues.
Et on va terminer par un cours de surf au Nigeria. Malgré des kilomètres de côte et des vagues parfaites, le sport est encore méconnu du grand public. Un surfeur nigérian a décidé de changer les choses. Regardez ce reportage de Marie Schuster. Premier cours de surf pour ces débutants sur la plage de Tarkwa Bay, à Lagos. On rame, on se lève. Bravo. La première école de surf nigériane vient d'ouvrir ses portes. Pour certains, les débuts sont difficiles. D'autres semblent avoir fait ça toute leur vie. Le surf est un sport nouveau au Nigeria, mais il est déjà très populaire. Tarkwa Bay est un site magnifique dans cette grande ville de Lagos. C'est vraiment l'endroit où s'évader pendant le week-end. Mais au lieu de simplement s'étendre sur le sable, puisque je n'ai pas vraiment besoin de bronzer, je me suis dit que j'allais venir pour essayer de surfer, ce qui me permet de me maintenir en forme en même temps. Un cours de surf à Lagos coûte entre 9 et 16 $. Le fondateur de l'école de Tarkwa Bay aimerait développer son activité auprès des jeunes, mais il doit faire face à un obstacle de taille. Je n'ai pas de planche de surf. Pour en avoir, il faut les importer d'Afrique du Sud et c'est très cher. Le surf est un sport qui revient cher. Pour gagner en visibilité et s'offrir l'équipement nécessaire, ce passionné de glisse espère rejoindre l'Association internationale de surf et devenir un jour le premier surfeur nigérian à défendre les couleurs de son pays. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci d'avoir suivi. Restez sur France 24, l'info continue.